Donc corriger l'exercice 18, page 299. Là, c'était très simple. On vous demandait la nature géométrique de ce système. Donc il fallait donc dire que c'était une représentation paramétrique. J'ai marqué paramètre, mince. Une représentation pas paramètre, mais paramétrique. Alors si j'ai mon petit stylo ici, paramétrique. Voilà. Donc de la droite qui passe par le point A. Je rappelle que le point que je trouve, c'est le terme qui est constant dans le système. C'est 1, 0, moins 2. Ça c'est le point. Et un vecteur directeur, c'est les coefficients de t. Donc 2, 3, moins 1. Donc là, ça s'est effacé par 2, 3, moins 1. Voilà. Tout effacé, ce sera mieux. Hop, hop. Donc, et au passage, cette droite, on peut la noter comme ça. Oui. Monsieur, le point A aussi. Ah, ça s'est effacé. 0, moins 2. Ah oui, il manque un moins 2. Oui, je vais tout refaire. Moins 2. Et donc, au passage, cette droite, si je l'appelle la droite D, je peux la noter comme A, virgule, U, vecteur U. C'est-à-dire que c'est la droite qui passe par A et de vecteur directeur. Un vecteur directeur, c'est U. Donc finalement, c'est important, une droite, c'est caractérisé par 2 points, ou alors, vectoriellement, une droite, c'est caractérisé par un point et un vecteur. C'est une autre manière que vous avez, nouvelle que vous ne connaissez pas. Maintenant, on va passer, s'il n'y a pas de questions, on peut faire le screen de l'exercice 18, comme ça ceux qui suivent, qui suivent sur le textuel. Merci Vincent et Lucas, quasiment à égalité. Oui. Ça voulait dire quoi de nature géométrique? En fait, je crois que j'avais pas compris. Oui, et ceux qui m'ont envoyé des nature, ça veut dire si c'est une droite ou pas, et si c'est un plan ou quelque chose comme ça. Et géométriquement, la nature géométrique de quelque chose, il faut dire que c'est un carré, un rectangle, ou bien une droite. Tu comprends? Donc autant en français on vous demande la nature d'un mot, ça peut être un verbe, ça peut être un nom propre, un nom commun, etc. Un adverbe. Donc là en géométrie c'est plutôt droite, carré, triangle, plan, ici je mettrai dans l'espace, une sphère, bref, voilà. Donc là nature géométrique c'est plutôt quel objet géométrique si vous voulez. On passe au 19 s'il n'y a plus de questions. Mais ça, c'est vrai, bon, ça, c'est vrai qu'il faut. C'est des questions qui peuvent être perturbantes, mais bon. L'idée, si vous ne savez pas quoi répondre, vous voyez bien que c'est. Vous dites ce que vous savez sur le système, que c'est une représentation paramétrique et que c'est une droite qui passe par un point et qui a un vecteur directeur. Bon. Naturellement, s'il y a quelque chose à répondre, ce serait ça, même si vous n'avez pas forcément compris. Ensuite, le 19, donc page 299, vous avez donc le repère qui est donné par l'origine A. En abscisse, c'est porté par le vecteur AB, en ordonnée par le vecteur AD et en cote par le vecteur AE. Donc attention, en général, là, AD, il va donc plutôt vers le fond. Donc en général, il va plutôt vers l'avant. Mais donc là, il faut faire attention à ça. Mais je pense que de ce que j'ai vu, ça allait. Le coordonné de I, c'est 0, 0, 1 demi. Le coordonné de G, c'est 1, 1, 1. D'accord? Donc, si je dois donner la représentation paramétrique de la droite IG, il me faut un vecteur directeur. Et le vecteur directeur le plus simple qu'on puisse avoir, et même le seul, c'est le vecteur IG. Donc vecteur IG, je rappelle, c'est xg moins xi, yg moins yi, zg moins zi. Donc ça faisait 1, 1, 1 demi. Ça, c'est un vecteur directeur de IG. Et du coup, on va le faire ensemble. Je rappelle que donc pour trouver une représentation paramétrique de la droite IG, je prends un point dont je connais les coordonnées de la droite IG. Donc, comme je prends soit I, soit je prends G. Je peux faire ce que je veux. Hein. Donc, certains ont peut-être pris I, d'autres ont pris peut-être G. C'est comme vous voulez. Moi, je vais prendre I, c'est le plus simple, parce qu'il y a des zéros. Ça fait 0, 0, 0. Après, je mets plus à chaque fois, et je mets donc un T, le paramètre. Et je mets les coefficients et en coefficient AT, je mets les coordonnées du vecteur, un des vecteurs directeurs que j'ai choisi. J'aurais pu prendre 1, 1, 1 demi, et si j'aimais pas les fractions, j'aurais pu mettre donc celui qui est 2 fois IG, par exemple 2, 2, 1, c'est comme vous voulez. Donc là je vais mettre celui que j'ai choisi, 1, 1, 1 demi, donc je mets 1, là je mets 1, et là je mets 1 demi. Alors évidemment là j'exagère, mais on pouvait écrire plus simplement le système.
avec x égale t, y égale aussi t, et z égale 1 demi. J'aurais pu mettre, je vous rappelle, hein, genre, si j'avais pris comme vecteur directeur 2, 2, 1, ça aurait fait 2t, 2t et t ici. Donc, c'est une autre représentation paramétrique. D'accord? On prend ce qu'on veut. Ensuite, là, pas tout le monde a réussi ce genre de questions. Question, oui. Il y a quelqu'un qui parle, mais c'est très haché. Bon, je sais pas qui c'est. Alors, Mathilde et Silène, elles vont écrire quelque chose. C'était Frédéric, mais il faut qu'il écrive. D'ailleurs, il est. C'est bon. Donc déjà, ça c'est un... Oui. Moi j'avais mis 0,5 à la place du 0 en Z. Du coup, je comprends pas pourquoi il y a 0. Parce que moi j'avais mis le point. Parce que je me trompe, merci. Parce que je me trompe. Parce que je me suis trompé. Les zéros m'ont donné le tournis. Alors, c'est 0, 0, c'est le point I. C'est moi, je suis allé un peu vite. C'est 0, 0, 1 demi, bien sûr, ici. Ou 0,5, comme tu le dis, Ava. Et là, il y a... Je vais décaler. Donc, il faut supprimer la capture d'écran que j'ai vue, là, parce que certains vont dire, mais qu'est-ce qui... Ils vont croire que c'est en faux. Alors, que dit Mathias? Moi, le Z, je l'ai mis en Y. Bah, Mathias, il faut respecter, hein. Commence par X, Y, Z. Alors, je sais pas comment tu as pu remplacer le Y par le Z, mais bon. Alors, Frédéric, effectivement, c'est faux, c'est pas 0, 0, c'est moi. Tom, parfait, tu as totalement raison. Et voilà, j'ai corrigé à l'écran. Ensuite, donc, Sylvain ne peut pas se connecter. Bon, je rappelle qu'il y aura la vidéo disponible après le cours. Alors, ici, il faut aller trouver le point d'intersection entre la droite IG et le plan ABC. Et ce point, on l'appelle K. Donc, juste petit rappel quand même. Donc, un point de coordonnées X, Y, Z, il appartient à IG si il existe un T, d'accord, tel que les coordonnées de K peuvent s'écrire comme ceci, avec un T ici, Y ici, et là le Z, c'est aussi l'équation paramétrique, d'accord. Ce qui est important, c'est que le X que je trouve là, c'est le même qui est ici, hein. Ça c'est important. Souvent, je trouve que certains élèves ne voient pas le lien entre le X, Y, Z et les coordonnées d'un point. C'est le X, le Y et le Z qui est là, on doit le retrouver ici, hein. C'est pas des inconnus en fait ici, si on trouve le paramètre T. Et le point K, il appartient au plan ABC. Le plan ABC, c'est la face du bas du cube. Et comme le repère, c'est donc c'est le repère que je vous montre là, ça veut dire que sur la composante en Z est nulle. D'accord? C'est tout simplement, si et seulement si, K, finalement, il va s'écrire comme ça. Si seulement si Z égale 0. Voilà, plutôt comme ça. Ok? C'est-à-dire que K, il est de la forme comme ceci, X, Y, et ici en composante sur la cote, ça vaut 0. Alors qu'est-ce qu'elle me dit? J'ai pas compris. Alors je regarde, désolé. De ne plus rester encore. Toujours de me connecter au début, mais ça ne marche pas parce que là, oui. Bon, je relirai ça pour Silène. J'ai pas tout compris en un. Mais bon, j'essaie de voir, j'y réglé ce problème après. D'accord, donc quand j'appartiens à droite IG, il y a un T, il y a un paramètre T qui me donne les coordonnées du point K. Et si j'appartiens au plan ABC, c'est que ma composante en Z, elle est nulle. D'accord? Donc ça, on peut faire une capture d'écran. Sauf que qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai oublié de laisser, j'ai pas laissé de place. Ok, mais c'est pas grave. Le cours de maths. Ok. Donc ensuite, il me reste à résoudre. J'ai oublié de le faire. Je vais laisser de la place ici. Voilà. Donc maintenant, question 2. Alors, donc K, il appartient à l'intersection. Mon stylo ici. K
K, il appartient à l'intersection de IG. Donc l'intersection, c'est inter ABC. Si et seulement si, finalement, vous avez le système et vous avez Z égale à 0. Donc j'écris tout pour que ce soit... Tu- Oui. Je comprends pas pourquoi c'est Z qui est égal à 0. J'aurais mis que c'était Y. Ben, Z, le plan ABC, c'est le plan de la face du bas. Ben, si il appartient à la face du bas, ça veut dire que le point K, il n'a pas de hauteur, si tu veux. Il n'est pas du tout élevé. Donc, c'est-à-dire que sa composante en Z, elle vaut 0, sa composante en Z. Mais monsieur, il est où l'axe Z? L'axe Z, d'après le repère, c'est AE. C'est celui qui monte comme ça. Ah oui, d'accord. Oui, pardon, j'avais ça. C'est bon? Donc au passage, quand vous avez un repère, le vecteur AB ça donne l'abscisse, le vecteur AD ça donne l'ordonnée, et le vecteur AE ça donne la cote, c'est-à-dire c'est X, Y, Z, si on prend la terminologie classique. Que j'en étais. Alors ça, du coup, il existe un T qui a ça, il existe un T aussi tel que j'ai ça, il existe un T tel que j'ai ça. Ça c'est le fait d'appartenir à la droite IG. Et le fait d'appartenir au plan, c'est que ça vaut 0. Donc maintenant, je résous. Si Z égale à 0, d'accord? Donc Z vaut 0. Ça veut dire que T, lui, il vaut moins 1. C'est bon? Et si T vaut moins 1, ça veut dire que Y, il vaut moins 1 et que X, il vaut moins 1. C'est bon pour tout le monde? Donc, du coup, comme X, Y, Z, c'est les coordonnées de K, donc X, il vaut moins 1, Y vaut moins 1, et par définition, comme il n'est pas que sur le plan ABC, son Z, il vaut 0. D'accord? Donc, capture d'écran de la fin de l'exercice. Je suis où, là? Ah oui. Mathilde Apparemment, Jean a pas trop cours en fait. Mais Jean il est là, il est connecté, je le vois. Enfin il est connecté, il est sur Discord en tout cas. Il vient de se connecter sur le serveur d'ailleurs. 16h19, 12 secondes et 240 minutes. D'accord. Tout va bien. Bon ça, les problèmes matériels, je sais que c'est compliqué là, mais même moi des fois j'en ai, donc ça devient assez pénible. On passe beaucoup de temps pour pas faire grand chose. Ça c'est bon. Exercice, c'était le 19. Exercice maintenant 20. Donc là j'ai préparé la chose. L'exercice 20, page 300. Vous deviez trouver que les droites sont 50. Bon, deux droites sont 50 si évidemment elles ont un point en commun. D'accord? Donc on résout le système, c'est-à-dire que si elles ont un point en commun, c'est qu'il doit exister un T ici et un S là, tel que en abscisse vous avez la même valeur, en ordonnée et aussi en cote. Donc là j'ai résolu le système. Ici, il était plus simple de faire une méthode par substitution parce qu'on pouvait exprimer facilement S en fonction de T ou T en fonction de S, c'est comme on voulait. Bon, moi j'ai pris la première équation, j'ai exprimé S en fonction de T. Donc si je regarde ça, S c'est égal à 3T plus 1. D'accord? Et donc comme S égale à 3T plus 1, dans les autres équations, je vais substituer S par 3T plus 1. Donc vous voyez, à la base d'écrire 2S moins 3, j'écris 2 facteurs de 3T plus 1 moins 3. Et pareil pour la dernière équation du système. Non, on dirait que c'est T2, en fait c'est plus 2. Alors je vais peut-être effacer ça. Voilà, plus 2. Et je résous, d'accord? Donc là je développe et je résous mes deux petites équations du premier degré, niveau seconde, même niveau 3e, 4e. Donc je trouve moins 7t égale 0, 4t égale 0, autrement dit, dans les deux cas t égale 0, c'est bon signe, c'est normal. Si on avait trouvé t égale 0 et t égale 1, c'est que le système n'avait pas de solution. Donc là je trouve les deux valeurs de t qui coïncident, et ensuite comme t vaut 0, j'en déduis la valeur de s grâce à l'équation s égale 3t plus 1. S égale 1. Donc au final, le système a une seule solution, donc les droites sont 50. Alors j'appelle ça un point A. Question que je rajoute, qui n'était pas dedans. Déterminez-moi les coordonnées du point A, du point d'intersection entre delta et D.
Je vous laisse quelques minutes pour le faire. Et là, je vais mettre pause. Donc, ici, la question supplémentaire, vous la voyez. Et maintenant, on va passer au 22. De la même page. Donc, je vous laisse le faire. Je vous laisse... Et là, comme Tom l'a dit tout à l'heure, là, il est important, justement, on vous dit d'étudier les positions relatives. Donc là, il faudra utiliser plutôt la méthode qu'on a vue, la méthode générale. Regarder les vecteurs directeurs et voir les conclusions. Donc, je vous remets le cours. Non, c'est ce que j'ai regardé. Alors, on va étudier ça. Voilà, je vais faire une capture d'écran si vous voulez. Je vais le mettre à côté. Alors, depuis que je connais ça, le copier-coller dans le presse-papier, là, je trouve ça vraiment trop pratique. Alors, ici, donc, je vous rappelle la méthode ici. Voilà. Essayez de faire l'exercice. Et donc, c'est toujours page 300. 300, oui, c'est ça, page 300. Je vais le noter ici. Je vais écrire droit quand même. Page 300. Donc faites-le. Je mets pause. Il faudra que je relance la vidéo après. La vidéo. Mais je vais la relance. Alors c'est bon pour la capture d'écran. On va passer maintenant à savoir si c'est séquent ou non coplanaire. D'accord. Alors ici, je vais mettre sur le côté. Voilà. Vous avez une représentation paramétrique de delta. Maintenant, on va chercher une représentation paramétrique de AB. Mais comme on a tout ce qu'il faut, ça va être assez rapide. Pardon, c'est pas le vecteur. Donc, la représentation paramétrique, c'est toujours x, y égale z égale. Je commence par un point, je prends le point A ou B, puisque ça passe par la droite AB, A ou B, je vais prendre A. C'est purement arbitraire, je pourrais choisir B. Et je mets donc plus le vecteur directeur que j'ai trouvé. Alors, c'était moins 2, donc ça fait moins 2t, plus 4t, et plus 2t. Ok. Je peux mettre des S si je veux d'ailleurs. Je suis pas obligé de mettre des T. Là, comme là je vois qu'il y a que dans la suivante il y a un T, je vais plutôt mettre S comme ça. Je mets ce que je veux en fait. Le paramètre il est. Je mets S. Je vais mettre des S pour charger par rapport à l'équation de delta. Donc je rappelle delta vous avez à côté. Donc on va essayer de résoudre le système suivant. Donc on va résoudre. Résolvons le système suivant. Donc il faut que si je regarde s'il y a un point en commun ou pas. Donc s'il existe un S et un T tel que justement 1 moins 2S est égal à moins T, tel que donc 1 plus 4S est égal à 5 moins 2T, et que 2 plus 2S soit égal à 5 moins T. Pour résoudre ça, il y a toujours deux méthodes, soit la combinaison linéaire ou soit la substitution. Mais ici, la substitution marche très très bien, puisqu'il y a moins t là, donc je mets tout simplement t. Donc ici, je sais que t c'est égal à 2s moins 1. Voilà. Et donc, je vais le substituer dans les autres équations. 1 plus 4s, c'est égal à 5 moins 2 facteur de 2s moins 1. Et là, 2 plus 2s est égal à 5 moins 2s moins 1. Ici donc je vais avoir je vais écrire ça, je vais développer et réduire les équations du premier degré en S. Donc là si je ne veux pas aller trop vite et pas me tromper, je vais d'abord développer, bon je vais faire direct. Ici il va y avoir moins 4S, ça va simplifier et ça va faire donc 8S ici est égal à, là je vais avoir 2 plus 5, 7, plus 1, 8. D'accord. Et là je vais avoir moins 2S, donc ça va faire 4S. Et là je vais avoir donc plus 1, ça fait 6, plus 2, 8. Non, moins 2, 4, pardon. Du coup là, ce qui va me donner donc S est égal à 1.
tout va bien, là c'est cohérent. Et du coup t est égal à, ça c'est un 1, 2 moins 1 ça fait 1. C'est bien ça? Oui. Frédéric n'avait pas annoncé ça, si? Ah si, il avait annoncé ça. Capture d'écran pour ça. S'il y a des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, soit sur... c'est pas dur en soi. Donc, le système a une solution, donc les droites sont 50. D'accord? Donc, le système a une solution, une unique solution, ou une seule solution. Donc, les droites sont 50. Donc, D et delta sont 50, je vais aller plus vite. On va dire en un point A. Ou en un point I, c'est comme vous voulez. Ah non, A est utilisé en un point I, j'ai plutôt dire ça. On va essayer de trouver le point I. Bah, le point I, donc vu qu'on a trouvé T égale 1, S égale 1, donc si je remplace ici par 1, je vais devoir trouver la bonne équation. Donc je vais redéplacer ça pour avoir une vision là. Et ici je vais pousser ça. Donc je vais mettre plutôt t égale 1. Donc t égale 1. T égale 1, ça va me donner x égale moins 1, y est égal à 3 et z est égal à 4. Donc, bah, i a pour coordonnées moins 1, 3, 4. Au passage, je peux vérifier. Donc, quand s vaut 1, donc quand s vaut 1, ici j'ai l'équation de AB. Normalement, si je crois que je peux le faire, si je prends tout ça, je peux le déplacer. Mince, oula, j'ai perdu mon truc. Je vais essayer de... Donc quand S vaut 1, je regarde qu'est-ce que vaut X, Y, Z. Et si je ne me suis pas trompé, je dois trouver les mêmes valeurs que moins 1, 3 et 4. Donc X est égal à moins 1, tout va bien. Y est égal à 3. Et Z est égal à 4. Donc ça va. Donc ça c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions? Après capture d'écran, si c'est bon. Alors, ensuite on va passer à la suite du cours. Alors le... Ok. Tout le monde avait... Pourquoi il y a 8S égale 8? Moi j'ai 3S égale 3. Bon, dans tous les cas, S égale 1. Alors je me suis pourtant pas trompé, je crois pas. Pourquoi il y a 8S qui est égal? Bah, si je développe, Frédéric, là je vais avoir du moins 4S. Et après, avec lui, ça va faire, si je mets les moins 4, si je le bascule à gauche, ça va faire 8S avec le 4S qui est là. Alors le 3, je sais pas d'où il vient chez toi, mais en tout cas, ça a l'air d'être juste puisque tu trouves 1. Mais ça revient au même. Alors je sais pas pourquoi. Bon. Peut-être que tu as pris d'autres expressions. Je sais pas si tu as les mêmes expressions pour la représentation paramétrique. On va passer au cours. Alors, il y a des questions sinon? Enfin bon, c'est bon, le problème est réglé. Parfait. On va passer au cours. Et donc, on va passer donc à la représentation paramétrique d'un plan. Donc, souvenez-vous, dans le théorème 8, je ne vais pas vous le montrer, mais je vais vous le dire ce qu'il faut retenir. Dans la remarque du théorème 8, je vous disais qu'un plan, ça se caractérisait par un point et deux vecteurs non colinéaires qu'on appelle des vecteurs directeurs. Ok? Donc, je rappelle qu'une droite, c'est un point et un vecteur directeur. Un plan, comme c'est finalement quelque chose qui a, en termes de dimension qui est plus qu'une droite, ça va être un point et deux vecteurs directeurs. Et deux vecteurs non colinéaires, bien sûr. Alors, maintenant, le plan P,
on peut le noter comme ça, donc le plan qui passe par le point A dirigé par deux vecteurs non collinaires U et V. Ainsi, un point M, il appartient donc au plan, passant par A dirigé par vecteur U et V, s'il existe donc T et S tel qu'on a ça. C'est exactement donc le théorème 10 que vous voyez là, c'est exactement le théorème 10, c'est-à-dire que si un point il appartient au plan, le vecteur AM, si le A est un vecteur du plan, on peut l'écrire comme une combinaison linéaire donc de deux vecteurs du plan non collinéaires, de deux vecteurs U et V qui caractérisent le plan. À partir de là, j'ai cette égalité qui est en fait liée un peu au théorème 8, le théorème 10, pardon, qu'on a vu. Alors, on passe aux coordonnées, donc là, AM, TU, SV. On décrit donc ce que ça vaut du coup en termes de coordonnées, et on obtient ce système-là. On a quasiment la même chose que la droite, vous avez donc X, Y, Z. Là, vous avez le point A, d'accord, dans l'équation, dans la représentation paramétrique. Là, vous avez le T avec les coefficients de T qui sont un des vecteurs directeurs du plan. Et là, vous avez un deuxième paramètre qui est S, avec comme coefficient le deuxième vecteur directeur du plan. D'accord? Donc ça, on appelle ça donc une représentation paramétrique du plan de paramètres T et S. Des questions là-dessus? Non? Ouais, c'est vraiment la même chose, sauf qu'il y a un deuxième paramètre. Ce qui est logique puisqu'on a un plan. Un plan, c'est pas une droite, donc il y a un truc en plus, il y a une composante en plus dans le plan par rapport à la droite. Alors on va donc faire un exercice type qui est l'exercice là, exercice méthode. On a 3 points. Donc on va montrer que les points ils définissent bien un plan et on va donner donc la représentation paramétrique. On y va. S'il n'y a pas de questions sur ça. Donc évidemment je vais prendre ça. Tiens, je vais en profiter comme je suis ici. Hop. On va faire l'exercice type. Je vais copier. Il est là. Je vais en profiter pour mettre le cours là. Je vais mettre le cours là. Et là. Ça c'est le cours. Hop. Écrit en gros. Ici. Alors on y va. Alors pourquoi les points définissent un plan? Qui peut me dire comment je vais justifier que les points définissent un plan? Il faut montrer que les 3 points ne sont pas alignés. Et pour ça, on va utiliser quoi? Collinéarité de vecteurs. Voilà. On va montrer que les vecteurs ne sont pas collinaires. Bon, allez-y, faites-le. Montrons que le vecteur AB, par exemple, et AC ne sont pas collinaires. Et comme ils ne sont pas collinaires, ils ne seront pas alignés, et 3 points non alignés définissent un plan. Donc AB, donc je vous laisse le faire. Oui, oui Loïc, oui. 3 points alignés, ils définissent une droite. 3 points alignés, oui, définissent une droite. C'est par définition aligné, c'est ça, même par définition. Même 2 points sont toujours alignés. Ça c'est un des axiomes, enfin 2 points de la géométrie plane. Par 2 points passe une et une seule droite. Je vais se faire AC. D'accord. Je m'aventure. Enfin, j'avance déjà. Les coordonnées ne sont pas proportionnelles. Donc les vecteurs ne sont pas collinaires. Alors qui peut me donner les coordonnées de AB?
du vecteur AB. Le 2, 1 et moins 2. Tout le monde est d'accord? Et AC? 3, moins 1 et 1. Oui, ça va être ça. Donc on voit bien que c'est pas proportionnel, hein, parce que donc si je passe par exemple de là à là, de 1 à moins 2, je multiplie par moins 2. Et là je devrais avoir ici 2. Et là je devrais avoir ici moins 6. Donc c'est pas du tout proportionnel. Donc les vecteurs sont pas... Mince, pas ça que je voulais prendre, c'était celui-là. En plus c'est pour tout à l'heure. Donc les points ne sont pas alignés. Donc A, B et C non alignés. Donc, autrement dit, ainsi, A, B et C définissent un plan. Capture d'écran, ça c'est bon. Attendez, non, attendez, non, c'est bon, c'est parfait. Merci Lucas. Alors ensuite on va faire la question 2 et ça on va utiliser le cours. En fait j'ai écrit quoi, j'en avais pas besoin. Et je vais plutôt repousser ça. Ça c'est pour tout à l'heure, je sais pas si on aura le temps de le faire. Hop. Quoique. Ça c'est le cours, d'accord. On va faire la question 2. La question 2 c'était, il faut je veux donc une représentation paramétrique du plan ABC. Donc je vous laisse la faire, c'est simple. Il me faut deux vecteurs directeurs du plan. Bah, c'est facile, ça va être AB, vecteur AB et vecteur AC. Et il me faut un point, peu importe. On va prendre A, c'est celui qui nous semble le plus naturel, mais on n'est pas obligé. Je vous rappelle que c'est comme pour les droites. Une représentation paramétrique, il y en a une infinité, ça dépend du point choisi et des vecteurs directeurs choisis. On peut donc dire que A et B sont des vecteurs directeurs du plan. A vecteur AB et vecteur AC plutôt sont des vecteurs directeurs du plan. Ils sont des vecteurs directeurs parce qu'ils ne sont pas collinéaires, je l'ai prouvé juste avant. Car non collinéaires. Du coup, j'ai appelé ça comment? J'ai appelé ça P, j'imagine. Non, ABC tout simplement. J'ai appelé ça ABC. L'équation paramétrique, ça va être x égale y égale z égale. Et à la fin, il y aura deux paramètres, s et t, qui appartiennent à R. Alors certains profs voudront mettre comme ça. C'est vous qui voyez. Moi, je le fais pas. Vous êtes trop jeune encore. Alors, qui me donne l'équation paramétrique du plan ABC? Qu'est-ce que j'écris? Personne ne participer. Personne, tout le monde est parti jusqu'il est 17h. Alors, je vais demander à quelqu'un, tiens, qui va m'écrire la composante en X. Si je demande par exemple, je sais pas, quelqu'un j'entends jamais. C'est l'heure du goûter, c'est vrai. Je vais demander à, je vois pas. Je vais demander à Ahmet s'il peut écrire sur la barre ou s'il peut parler. Donc X égale quoi? Tu peux m'écrire sur soit oralement, soit sur le chat.
Ah oui, Morgane, c'est vrai que t'as pas le chat, c'est compliqué, oui. Alors, x égale quoi? Si on regarde le cours, je prends le point A, voilà, et après je mets le coefficient, l'abscisse du vecteur directeur, un des vecteurs directeurs, et l'abscisse de l'autre vecteur directeur. Bon, personne ne veut le faire? Bon, je vais le faire. Si, du coup, je l'ai, monsieur. Ah, vas-y. X égale 3 plus 2t plus 3s. Plus 3s. Ensuite, y, je regarderai après. Ensuite, 3 plus t moins s. et en iz, Moins 2t plus s. moins 2t directement, plus s. Alors, on regarde. Là, le 3 et le moins 2, normalement, c'est les coordonnées d'un des points. Donc, elle a pris A, c'est normal. A, c'est 3, 3, 0. On le retrouve ici. 3, 3 et la constante, il n'y en a pas, donc c'est 0. Ensuite, on prend les coefficients d'un des vecteurs directeurs pour t. Elle a dû prendre vecteur AB. C'est donc 2, 1, moins 2. C'est ce qu'elle a mis. 2, 1 ici, moins 2. Et là, c'est les coordonnées de l'autre vecteur directeur pour les coefficients de S. C'est donc AC, 3 moins 1, 1. Mais là, je fais 3 moins 1, 1. Voilà. Capture d'écran. Attendez, non, je vais peut-être rajouter quelques petits trucs. Donc là, vous avez... Donc là, je pourrais rajouter 0 ici, d'accord? Donc là, vous avez ici les coordonnées de A. Là, vous avez les coordonnées du vecteur AB. Et là, ensuite, les coordonnées du vecteur AC. Bon, c'est pas très clair peut-être pour ceux qui suivent pas en stream, mais... Sinon, évidemment, je vais faire un autre dernier truc, un autre geste. Là, bien sûr, je vais faire comme ça. Et voilà. C'est bon? Allez-y, capture d'écran, merci. Donc, ensuite, on va, dernière question qu'on demande, c'est est-ce que le point M, il appartient au plan ABC? Donc 2, 4, moins 3. Est-ce que M appartient au plan ABC? On regarde s'il y a une solution des solutions de t et s pour retrouver le point M. Voilà. Donc, l'écriture paramétrique. Voilà, c'est exactement ça, 2, 4, moins 3. Donc lui, il appartient à ABC. Mince. Donc si il existe T et S réels, tel que justement on est ça. Donc ici j'ai 2, là j'ai 4, et là j'ai moins 3. Donc là c'est 3t, 3 plus 2t plutôt, plus 3s. Et là c'est 3. Donc je sais que ça c'est ce qui est le plus dur pour certains d'entre vous, c'est de résoudre des systèmes. Donc essayez de le faire là. Essayez de résoudre ce système. Il y a 2 inconnus et 3 équations. Donc on peut déterminer s'il y a des solutions ou pas. Il est quelle heure? J'ai encore un peu de temps. Parfait. J'avais prévu 2 exercices.
Donc ici, une méthode par substitution marche bien, ou même une méthode par combinaison linéaire marche aussi très bien. Parce qu'on voit que l'équation 3, la dernière et la première, si je les ajoute, si je les ajoute, on voit que ça fait l'inconnu en t va s'annuler. Donc ça, c'est une possibilité. Ou alors on exprime t en fonction de s, ça marcherait bien aussi. Comment on sait à la fin si oui ou non il appartient? Si tu trouves une valeur, Frédéric, t et s, telle que tu trouves 2, 4 et moins 3, c'est qu'il appartient. Si tu trouves pas de valeur t et s telle que tu trouves 2, 4 et moins 3, c'est qu'il n'appartient pas. En gros, s'il y a une solution à ce système, c'est bon. S'il n'y en a pas, c'est pas bon. Je trouve pas, moi. Je sais pas si... C'est qu'il appartient pas. Alors, je sais plus. Je sais plus ce que j'ai mis. Donc on peut essayer de le résoudre. Je vois que certains ont déjà commencé. Alors, on va essayer de le résoudre. Il y a plusieurs méthodes. Soit par combinaison linéaire. C'est ce que je ferais personnellement, mais je vais pas la faire. C'est que si j'ajoute l'équation 1 et l'équation 3, vous voyez bien que il y a 2t et moins 2t, ça va s'annuler. Bon, parce que je le vois ici. Mais donc je vais pas le faire. Je vais faire la méthode élève classique, naturelle. Alors, ici déjà, première chose, je vais donc pouvoir écrire que 2t plus 3s, c'est égal à moins 1. Je vais écrire ça, je pense que vous faites tout ça. T moins s, c'est égal à 1. Et moins 2t plus s est égal à, ça change pas, moins 3. Là, je vois ici, dans cette... non, je peux écrire ça. Là, je vois ici que il y a possibilité assez simple de faire une méthode par substitution. Donc, j'y vais. Hop. Donc ça, je peux l'écrire en première position. Je vois que, je vais écrire là, que t, c'est égal à 1 plus s. Du coup, je vais remplacer ici donc 2 facteurs de 1 plus s. Plus 3s égale moins 1. Moins 2 facteurs de 1 plus s égale moins 3. Ok. Capture d'écran, comme ça vous avez ce que je vais glisser. Donc ensuite, je vais avoir besoin de ça. Du coup ici, c'est équivalent à quoi? Je vais donc calculer ici. Là, je vais avoir moins 2s plus s, ça va faire moins s, qui sera égal à plus 2, donc ça va faire un moins 1. Là, je vais avoir 3, 2, ça va faire 5s, ça sera égal à 2 plus moins 2, moins 3. Et là, j'ai toujours ça. 2, ça fait 5, je me trompe pas. Et moins 2, ça fait moins 3. Et là, moins 2, ça fait donc plus 2. Ok. C'est bon, là, je ne me trompe pas. Donc ici, au final, qu'est-ce que je trouve? Je trouve s égale 1. Et s égale 3 cinquièmes.
moins 3/5, pardon. Et t est égal à 1 plus s. Ben, le système n'a pas de solution, puisqu'on ne peut pas avoir deux valeurs différentes de s. Le système n'a pas de solution. Donc il n'existe pas de valeur t et s telle que on trouve donc x, y, et les coordonnées de m. Donc m n'appartient pas au plan ABC. D'accord? Donc ça c'est un exercice type à savoir faire. Vous en ferez un pour la prochaine fois. On va pas le faire, on va pas en faire d'autres là. On va passer au cours. Merci Lucas pour la fin de l'exercice type. Donc voici l'équation paramétrique d'un plan. C'est exactement la même chose que pour la droite, sauf que vous avez deux paramètres, mais en termes après de raisonnement, c'est pareil. Si un point, pour savoir si un point il appartient à un plan, je regarde s'il existe les paramètres, ici il y en a deux, qui vérifient donc les coordonnées de ce point. S'il n'y en a pas, c'est qu'il n'est pas dans le plan. D'accord? Je sais pas si vous allez trouver ça ou autre chose. Je sais pas s'il y a je sais pas s'il y avait des questions là-dessus pour qu'on puisse passer à la suite. C'est bon. Ok. On passe donc maintenant au cours. Donc ça, vous aurez ça va faire un exercice. Maintenant, on va passer au cours. Alors là. Donc maintenant on passe au produit scalaire. Donc, le produit scalaire, ça a été vu l'année dernière en première dans le plan, d'accord? Mais dans l'espace c'est pareil, ça va pas changer grand chose. C'est comme pour la notion de vecteur. Un produit scalaire, je rappelle quand même un petit peu un produit scalaire, l'intérêt d'un produit scalaire. Enfin selon moi l'intérêt d'un produit scalaire. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit tout le temps. Mais en fait la notion de produit scalaire, ça donne un petit peu la notion de compatibilité entre deux vecteurs. Donc vous voyez bien que souvent en sciences physiques, quand vous avez, donc je vais prendre mon petit truc là, non c'est pas ça, il est où, c'est ça. Donc en sciences physiques, quand vous avez en physique en particulier, voilà, quand vous devez, souvent ce qui se passe, c'est que vous étudiez un point comme ça, d'accord. Après monsieur Bassini, peut-être qu'il pourrait lui demander. Et après, souvent, sur ce point, on le fait exercer une force. On tire un vecteur U, par exemple, là, et un vecteur AB, un vecteur ici, V. Et on se pose là, alors déjà, ah oui, première chose qu'on vient de le dire, c'est que le produit scalaire, c'est pas, si vous avez un produit scalaire, c'est un point, comme ça. Et, donc ici, on se pose la question de la compatibilité entre les deux vecteurs. Vous voyez bien que si je prends un cas particulier, si les vecteurs U il tire ici et le V il tire là, vous voyez bien que les deux vecteurs ils sont pas très compatibles parce qu'ils tirent pas dans le même sens, d'accord? Et inversement, si les deux vecteurs tirent dans le même sens, là ils sont très compatibles puisque ils tirent dans le là dans ce cas-là ils tirent dans le sens opposé. Je crois que je me suis trompé. Là ils tirent dans les sens contraires et là ils tirent dans le même sens. Là, ils ne sont pas du tout compatibles, les deux vecteurs. Là, ils sont très compatibles. Et si vous voulez, la notion de produit scalaire, elle va essayer de mesurer la compatibilité entre deux vecteurs. Si le produit scalaire est positif, c'est que les vecteurs, ils sont compatibles. S'il est négatif, c'est qu'ils ne sont pas compatibles. Et s'ils valent 0, ils sont quasiment pas compatibles. D'accord? Donc ça, c'est intéressant d'étudier ça. On y va? Est-ce que c'est clair ou pas? Oui. Et au passage, on verra le cas où c'est comme ça. Voilà. Là, j'ai un point. Ben, je vais essayer. Donc là, ce sera un des critères pour savoir si les vecteurs sont orthogonaux. Là, c'est un angle droit. Donc on aura une caractérisation donc, du produit scalaire. Bon, ça après, je sais pas si c'est en scientifique ça marche comme ça, mais c'est ce que j'ai remarqué. Alors, définition du produit scalaire. Alors, la première définition, c'est avec les normes, donc avec les longueurs de vecteurs. Bon, c'est pas ça, enfin, je vais aller assez vite parce que souvent c'est pas demandé, donc comme là on est en cours à distance. Donc ça c'est par définition. Si vous avez les normes, si vous avez des renseignements sur les normes des vecteurs, vous avez la définition du produit scalaire. Elle est scalée
Elle est un peu compliquée. Mais c'est pas forcément à retenir. Oui? Non, je disais, elle est pas très belle. Oui, c'est un peu compliqué. Dedans, vous retrouvez un petit peu ce qu'on appelle ici l'identité du parallélogramme. Bon, ça, c'est pour ceux qui ont un peu de recul. Et donc, déjà, première chose, les doubles barres, ça veut dire la norme du vecteur, ou la longueur si vous voulez. Elle se calcule comme ceci, on l'avait déjà vu donc, dans un des paragraphes précédents. Si vous mettez U égale V, d'accord? Donc là, si U égale V, vous avez donc finalement U scalaire U. Donc ça, on va le noter, c'est la norme de U au carré. Et ça, on appelle ça le carré scalaire. Bon, ça, c'est juste un petit terme. Donc on dit le carré scalaire de U, finalement, c'est sa norme au carré. Alors, les autres expressions du produit scalaire, qui sont un peu plus parlants. Si vous avez donc deux vecteurs U et V, donc c'est comme si on multipliait. Si on estime que les vecteurs ce sont des forces, finalement, vous avez la norme, si vous voulez, c'est sa valeur en newton. Donc là, vous avez ici donc la force U et la force V. Et forcément, la compatibilité entre ces deux vecteurs va jouer sur l'angle. Plus l'angle est petit, si vous voulez, plus le produit scalaire sera élevé, puisque les vecteurs vont tirer dans le même sens. Et plus l'angle ici va être grand, plus les deux vecteurs ne seront pas compatibles. Donc les vecteurs vont pas tirer de la même manière, ce qui va un peu réduire le résultat, si vous voulez. Donc ça, c'est une autre expression. Donc vous avez vecteur U scalaire vecteur V, ben c'est norme de U fois norme de V fois le cosinus de l'angle. D'accord? Donc ça, c'est la version avec sans lettres. Ça, c'est la version avec les lettres. C'est la même chose. Ça, c'est très peu utilisé aussi, mais bon, c'est important quand même de le voir, même si on ne l'étudiera pas comme ça. C'est pas ça dans lequel je vais approfondir. On sera en classe, ce serait le cas, mais là, je n'ai pas à distance, je vais à l'essentiel. Un point important, c'est le projeteur orthogonal. Donc là, vous avez un vecteur AB, scalaire un vecteur AC. On peut aussi dire que le produit scalaire entre ces deux vecteurs, c'est la même chose que le produit scalaire entre le vecteur AB et le vecteur AH avec C qui est le projeteur orthogonal sur la droite AB. D'accord? Donc finalement, vous voyez que tirer comme ceci et tirer comme ça revient comme à tirer avec le vecteur AB et à tirer un tout petit peu moins avec le vecteur AH, mais dans le même sens par contre que AB. Alors là, par contre, ça à connaître, le théorème 18. Comment on calcule un produit scalaire avec des coordonnées? Ça, souvent, c'est ce qui vous sera demandé. Donc les coordonnées, le produit scalaire avec de U et de V, c'est simplement la multiplication donc des coordonnées des composantes. X fois X', plus Y fois Y', plus Z fois Z'. D'accord? Donc, on va le faire, celui-là, là, l'exemple, vous allez le faire. Je l'avais préparé ici. Donc, on va tout simplement calculer le produit scalaire entre vecteur U et le vecteur V, là. Alors, combien ça vaut? Tout simple, je fais X fois X', c'est-à-dire je fais 1 fois moins 1, plus moins 1 fois moins 2, plus 1 fois 3. Ben, je calcule, ça fait donc moins 1, plus 2, plus 3. Ça fait 5 moins 1, ça fait 4. Donc ça, c'est théorème 10. C'est bon pour tout le monde? Oui. Donc je vais faire une capture d'écran pour ceux qui ne voient pas là l'exemple. C'est tout bête. Et c'est ça qu'il faut retenir. En tout cas, s'il y a un truc à retenir sur le produit scalaire, c'est que quand vous avez les coordonnées, ça se calcule ainsi. Ensuite, on passe à la suite. Là, il est là mon cours. Pour les règles de calcul avec le produit scalaire, donc on dit commutatif. Vecteur U scalaire vecteur V, c'est pareil que vecteur V scalaire vecteur U. Donc c'est un peu comme la multiplication dans les réels, hein. Donc c'est commutatif. C'est aussi associatif. Donc on peut l'écrire comme ça. Donc si vous avez k fois le vecteur U scalaire vecteur V, je peux dire que c'est k fois le produit scalaire de vecteur U fois vecteur V. D'ailleurs là j'ai changé. On aurait pu mettre U d'abord et V après d'ailleurs, mais je ne sais pas ce que je voulais faire. Mais bon. Ça change
rien avec la propriété 1. Ça change rien, oui, mais c'est pas ce que je voulais écrire à la base, mais oui, ça change rien. Mais ça change rien, je suis d'accord. Mais c'est pas ce que je voulais écrire dans ma tête, en tout cas. J'ai dû faire un mauvais copier-coller, j'ai fait le copier-coller de ça au lieu de faire le copier-coller de ça. Bon. Ensuite, il est distributif. Vous voyez bien que je peux distribuer comme dans les réels. Vous voyez, c'est pour ça qu'on appelle ça un produit, parce que tout ça passe bien. On retrouve les règles avec les réels, de la multiplication avec les nombres réels. Donc vous distribuez, hein, vecteur U scalaire vecteur V plus vecteur U scalaire vecteur W. Donc ça, tout est simple, c'est assez naturel. Je ne ferai pas la démonstration d'ailleurs. Mais le théorème 4 suffit à le faire apparemment. C'est quoi le théorème 4 déjà? Je sais plus. Qu'est-ce que j'ai appelé théorème 4? Ça doit être là. Alors, je sais pas pourquoi j'écris théorème 4. Il doit y avoir un problème là. Ça ne peut pas être ça. Bon, je sais pas ce que j'ai voulu écrire. Donc des conséquences assez simples à démontrer. Vous voyez que là vous avez comme une entité remarquable mais avec des vecteurs. Finalement ça revient que quand vous avez ça, vecteur U plus V U moins V, vous avez le scalaire de carré de U moins le carré scalaire de V. D'accord, c'est à peu près comme les identités remarquables, sauf que à la place d'avoir juste U au carré, ça veut rien dire U au carré parce que c'est un vecteur. Par contre nombre de U au carré, ça a du sens. Ok. Là, c'est une entité remarquable aussi avec donc U plus V le tout au carré. Quand je mets au carré, ça veut dire avec le produit scalaire de lui-même. Hein. Donc on obtient comme les entités remarquables, sauf qu'à la place d'avoir des U au carré, on a des normes de U au carré. Donc là, il n'y a rien de nouveau. Maintenant, ce qui va être intéressant, d'accord? Donc si les deux vecteurs sont orthogonaux. Première définition, on dit que deux vecteurs sont orthogonaux si le produit scalaire est nul. D'accord. Maintenant, ça c'est par définition. Donc, si j'ai deux droites de vecteurs directeurs U et V, elles sont orthogonales ces deux droites si et seulement si le produit scalaire de leur vecteur directeur il vaut 0. Donc ça, je pense que c'est assez simple à se rendre compte. Donc ça c'est la démonstration, je vous laisserai la lire. On va passer donc à l'orthogonalité de droite et d'un plan. Donc ça on a déjà écrit, donc une droite est orthogonale à un plan si elle est orthogonale à deux droites séquentes de ce plan. D'accord, ça c'est par définition. Ça aussi on l'a vu dans le théorème 23. Donc D est une droite orthogonale à un plan P si elle est orthogonale à toutes les droites, si et seulement si elle est orthogonale à toutes les droites du plan P. La démonstration on l'avait déjà fait dans un contexte. Là on peut le faire dans le contexte de vectoriel. C'est un roc mais je ne vais pas le démontrer. Mais déjà oralement il y a un sens qui est assez simple. Si elle est orthogonale à toutes les droites du plan, alors forcément D est orthogonale à P puisqu'elle est orthogonale à deux droites séquentes. Et donc ça c'est vrai. La réciproque, il suffirait donc de si D est orthogonale, je me donne deux vecteurs directeurs, je me donne donc elle est orthogonale à P. Donc elle est orthogonale à deux droites séquentes de P, par exemple celle-là. Je prends deux vecteurs directeurs, un de chaque de ces deux droites. Et maintenant, je prends une droite quelconque de P. Il a un vecteur directeur que j'appelais par exemple U de U. Et comme U va être orthogonal, va être dans le même plan que le vecteur U1 de cette droite et le vecteur U2 de cette droite, il y aura une relation. Donc il y aura une combinaison linéaire. Donc le vecteur U, il sera combinaison linéaire des vecteurs U1 et U2. Et après je passe au produit scalaire. Normalement, ça devrait être bon. Bon, je ne sais pas si vous avez tout compris, mais je vais m'arrêter là de toute manière. C'est pas très clair, je pense, de le dire oralement. Du coup, ça fait n vectoriel, n scalaire, KU1 plus LU2. Enfin, KU1 plus LU2, c'est le vecteur Q. Et du coup, on a le vecteur porteur de la droite delta, scalaire à cette droite, on développe, puis après on sort le K et le L. Et du coup, on a K fois on sait que c'est orthogonal, plus K fois L fois on sait que c'est Voilà, orthogonal. c'est ça. L'idée, voilà, mais voilà, c'est ça. Toi, t'as compris, c'est bon. Mais voilà, si ceux qui voudraient, si vous voulez le savoir, je pourrais vous expliquer en dehors du cours, hein, soit par messagerie, soit je ferai une vidéo, c'est comme vous voulez, mais je vais pas m'attarder là-dessus, c'est pas le plus important. Par contre, il est important de retenir qu'une droite est orthogonale à un plan, c'est seulement si elle est orthogonale à toutes les droites du plan. Ça, c'est important. Souvent,
pour montrer l'orthogonalité entre deux droites. Ça c'est important, souvent on le sort. Orthogonalité de deux plans. Donc ça c'est important et je terminerai là-dessus. Ce sera l'objet du cours de mercredi plutôt. Donc le vecteur normal. N'oubliez pas, il ne faudra pas confondre vecteur normal et vecteur directeur. Un vecteur normal, c'est un vecteur qui est orthogonal au plan. Vous voyez, ce vecteur n, il est normal au plan puisqu'il est perpendiculaire, si vous voulez, au plan. Si vous voulez, les pieds d'une table, elles sont normales au plan de la table. Ok. Évidemment, un vecteur normal, il y a une infinité. Il suffit de prendre un vecteur collinaire à ce vecteur-là, vous avez un autre vecteur normal. Ok. Donc, un vecteur est un vecteur normal à un plan P s'il est un vecteur directeur d'une droite orthogonale à P. Ok, c'est comme ça qu'on le définit. Mais visuellement, un vecteur normal, c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan, si vous voulez, ou qui est orthogonal au plan. Donc j'en ai une infinité, d'accord. Une fois que j'en ai un, je prends tous les vecteurs collinaires à ce vecteur normal, ce sont aussi des vecteurs normaux. Pardon. Après, petite chose visuelle, et je terminerai par ça, après je donnerai les devoirs, et après on passera à l'équation cartésienne mercredi. Il est évident que si les vecteurs normaux sont collinéaires, voilà, comme ici, les plans ils sont parallèles, stricts ou confondus. Ça dépendra des cas. Si n et prime ne sont pas collinaires, comme vous voyez là, les plans ils sont séquents, suivant une droite. Et en particulier, si les deux vecteurs sont orthogonaux, si le produit scalaire est nul, si vous voulez, les plans ils seront orthogonaux ou perpendiculaires. Les deux mots existent. D'accord? Voilà comment on va utiliser les vecteurs normaux. C'est pour donner la position relative entre deux plans. Mais ça on le verra plus la prochaine fois. Les devoirs. Alors, les devoirs... On se voit mercredi à 14 h, c'est ça normalement. Mercredi 13 à 14 h. Je vous demanderai de faire l'exercice 24, page 300, plus l'exercice 95, page 311. Ok. Et d'ailleurs je vais couper maintenant ça.